abonnez-vous. Alors j'espère que... Évidemment, je pense que le son doit être horrible actuellement. Ajouter une source, capture audio entrée, micro. Le son normalement est pas ouf, hein, si vous m'entendez. Il y a une sorte d'écho, c'est normal. Alors. On va faire comme ça. Et comme ça, normalement, si je fais ça, vous m'entendez correctement. Est-ce que, Claire, tu peux dire un mot ? Oui, bonjour à tous. Voilà, c'est normalement un peu mieux. Vous devriez son de gauche, bien mieux. Voilà, incroyable. Il y avait un petit problème d'entrée micro. Mais c'est résolu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis un peu dans un grille-pain parce que j'ai mis la lumière rouge pour apporter un peu de chaleur à cet éclairage parce que le temps est un peu gris. Mais on se retrouve comme tous les vendredis de 10h à midi dans les locaux de Mediapart pour une émission avec en invité des médias indépendants, des influenceuses, des influenceurs, des créatrices et créateurs de contenu sur Internet. On retrouve également ma collègue Anna qui n'était pas là ce lundi, qui prenait une petit congé mais qui sera là lundi prochain évidemment pour les coulisses de Mediapart. Et là, c'est au même endroit à partir de 18h. Aujourd'hui, je reçois Claire Pian, qui est rédactrice en chef du média Adopté. Salut. Salut Host. Eh ben, merci beaucoup à toi d'être venu. Alors, je présente rapidement ton média. J'ai fait même une petite capture. On a le... Voilà, normalement, c'est bon. Le son ne coupe plus, normalement. Je reprends. Je disais, je présentais le média Adopté. Claire, tu as donc créé ce média et tu gères ce média toute seule. L'idée, c'est de donner la parole aux personnes adoptées, aux personnes concernées. Hein. Le média, c'est essentiellement des témoignages de personnes adoptées. Déjà, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu comment tu en es venu à avoir cette idée ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de lancer un média de témoignages de personnes adoptées avant qu'on en vienne un petit peu au cœur du sujet, c'est-à-dire l'adoption ? Bien sûr, donc moi en fait je suis journaliste de formation et j'ai travaillé pour plusieurs rédactions avant de réaliser qu'en fait donc déjà il manquait d'indépendance dans l'univers médiatique évidemment, qu'on est aussi beaucoup de jeunes journalistes à se retrouver justement ne pas se retrouver dans l'offre médiatique, dans ce qui nous est proposé, et aussi il y a aussi le sujet de l'adoption que je connais très bien parce que je suis concernée et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aurais eu besoin quand j'étais plus jeune ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens ont besoin lorsque je discute avec des personnes adoptées ? En fait, c'est d'avoir une plateforme, un endroit où en fait on ne parle que de nous et on parle nous. C'est surtout ça qui manquait en fait, parce qu'évidemment de l'adoption, on peut en parler. Et je pense que n'importe qui ici en a déjà entendu parler. Par quel prisme ? Souvent celui de l'adoptant, donc de la famille adoptive, qui sait bien raconter son histoire, la rencontre, qui sait bien raconter le parcours du combattant, comme beaucoup l'appellent. Mais en fait, on avait rarement entendu la parole des adoptés, puisque très souvent, on considère que c'est soit encore des enfants, soit des personnes tellement traumatisées que c'est pas audible en fait ce qu'ils ont à dire. Comment toi tu perçois le discours médiatique un peu général sur l'adoption aujourd'hui ? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, c'est en train de changer. C'est-à-dire que le discours dominant, et je le vois bien en discutant avec aussi les personnes, les abonnés, les personnes dans les commentaires, c'est en train de changer. Je pense que jusqu'alors, c'était surtout, comme je disais, cette histoire de rencontre. L'adoption, c'est une histoire de famille, une histoire soit belle, soit rebelle, qu'on se le dise. Et en fait, je pense que justement, parce qu'on est en train de prendre de la place, et ça n'a pas commencé avec moi, ça a commencé déjà depuis une bonne dizaine d'années, où en fait, les adoptés ont créé des collectifs et ont commencé à dire, mais en fait, non, c'est pas déjà d'une, c'est ni magnifique, beau, merveilleux, ni catastrophique. En fait, c'est nuancé. Nos histoires sont toutes uniques. Et en fait, on veut juste qu'on dise la vérité sur l'adoption. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de podcasts, de documents, de livres qui s'appellent La face cachée de l'adoption, La réalité de l'adoption, ce qu'il faut vraiment savoir sur l'adoption, l'adoption, un scandale planétaire. En fait, le discours dominant, il est en train de changer. Parce qu'on sort en fait d'une longue période où on a eu plein d'adoptions, notamment internationales,
qui ont été très mises en avant avec des histoires de succès un petit peu, notamment de la part de stars qui avaient adopté des enfants. Et ça, c'est en train de se retourner un petit peu parce qu'on voit en fait la réalité de cette situation-là dans les pays d'où provenaient les enfants en question. Bien sûr, en fait, on change de focale. C'est-à-dire qu'on regardait du côté de l'adoptant, donc Johnny Hallyday, ses enfants qu'il a adoptés du Vietnam. C'est magnifique. Comment il a fait? Oh là là, il a été aidé par Bernadette Chirac. Oh là là, quelle histoire. On a toutes ces autres stars. Donc on a Madonna, on a toutes ces même, allez, puis il y a plus longtemps, Joséphine Baker. Et maintenant, on regarde du côté de l'adopté. Et ça, c'est vraiment normal, puisqu'on considère que donc, la génération, puisqu'il y a eu une grosse explosion quand même, on va dire, au niveau au moment des années 90-2000, ça avait déjà commencé l'adoption, mais je veux dire, il y a eu un boom. Donc en fait, nous, on est des adultes aujourd'hui. Et en fait, on n'est plus des enfants. Et évidemment, on nous regardait dans les médias comme les enfants adoptés. Qu'est-ce qu'ils sont mignons, qu'est-ce qu'ils sont paisibles, qu'est-ce qu'ils sont calmes. Et en fait, aujourd'hui, ces enfants-là, ils sont plus tellement calmes. Et on le voit d'ailleurs avec Brad Pitt et sa fille... sa fille qui est originaire d'Éthiopie, qui se rebelle selon les personnes dans les commentaires et qui en fait est simplement en train de se réapproprier ses origines et ça choque énormément. Je le vois bien à chaque fois dans les commentaires, c'est extrêmement virulent. Et il y a quelque chose, on en parlait juste avant de commencer l'émission, qui choque aussi beaucoup, et notamment les familles adoptantes. C'est ce discours-là, un peu reprise de leur propre récit par les personnes adoptées. En fait, souvent, les familles adoptantes vont être un petit peu perturbées, un petit peu bousculées par ce discours, et on peut avoir aussi des réactions très fortes de familles adoptantes, pas forcément des stars, mais des familles adoptantes ordinaires qui vont un petit peu se sentir un petit peu mal à l'aise face à les discours des personnes adoptées. Ce qu'on me disait encore hier dans un message privé, c'était « Mais pourquoi vous ne racontez que les histoires catastrophiques? Pourquoi vous ne racontez pas les belles histoires d'adoption ?» Et ce que je dois leur répondre, c'est qu'en fait, les belles histoires d'adoption, il y en a, notamment sur le média, il y en a plein. Évidemment, par un souci d'algorithme, mais ça ne nous regarde pas vraiment, c'est pas celle qui fonctionne le plus. Mais je veux dire, eux, ce qui les dérange, c'est qu'on leur fasse comprendre que, en fait, regardez ce que vous voyez dans ce témoignage, les commentaires que font l'adopté sur sa famille adoptive, c'est peut-être des commentaires que vous avez fait vous-même. Quand votre enfant il vous rapporte qu'il a subi du racisme à l'école et que vous lui dites « Mais c'est des blagues. Des blagues, c'est pas... Tu peux pas le prendre comme ça. Et puis t'es comme nous, t'es pas vraiment noir, t'es comme nous. » En fait, c'est des choses qui mettent mal à l'aise parce qu'on sait malheureusement que ça a été le cas. Enfin, ça a été c'est très récurrent chez beaucoup de familles. Et je pense que c'est ça qui les met mal à l'aise. Ils ont envie de voir mon enfant, il m'a choisi. Dès l'arrivée à l'aéroport, on s'est vu à Orly et ça a été l'amour tout de suite. Ils ont envie qu'on raconte ça. Parce qu'eux-mêmes, je pense que c'est ce qu'ils ont l'impression parfois de vivre. Et en fait, quand on entend la parole de l'adopté, on comprend qu'en fait, souvent, je dis pas à chaque fois, mais souvent, l'adopté lui-même, il comprend rien. D'ailleurs, je propose qu'on fasse un petit peu, justement, parce que c'est un peu compliqué, il y a plein de types d'adoptions différents, il y a plein d'histoires, chaque histoire est singulière, évidemment. Là, on parlait un petit peu d'adoption internationale, c'est-à-dire adopter dans un autre pays que la France, mais aussi des adoptions en France, des personnes nées sous X, il y a plusieurs manières d'adopter. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer aujourd'hui comment ça se passe en France et les différents canaux par lesquels les gens peuvent adopter ? Alors, donc, la manière d'adopter aujourd'hui, elle n'est plus la même qu'il y a 20 ans, clairement, puisque on n'adopte quasiment plus à l'international, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était quasiment que par là que ça passait. Donc, c'est toujours possible, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut toujours passer par le même mécanisme, c'est-à-dire faire une demande d'agrément. Pour adopter, il faut avoir un agrément. Pour obtenir un agrément, certains nous diront que c'est très compliqué. Nous, du côté des adoptés, on dit c'est vraiment pas assez long. C'est-à-dire que en fait, on va au conseil départemental, on va à son conseil départemental, on se rapproche du service d'adoption. Je pense que les services d'adoption, ça fait pas si longtemps que ça existe. Je pense qu'il y a justement 10 ou 20 ans. On arrivait comme ça, j'aimerais adopter un enfant, ok, on regarde un petit peu la pile, on voit si ça colle avec un enfant dont on a entendu parler soit dans sa région, dans son département, soit ailleurs, et on faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est plus vraiment la même chose. En tout cas, ce qui est sûr, on fait passer une évaluation psychosociale à l'adoptant ou aux adoptants. Et en fait, ça se passe en plusieurs rendez-vous avec donc des travailleurs, souvent un travailleur social et un psychologue. Et donc, c'est en tout et pour tout 4 rendez-vous ou 3. D'accord. Donc 2 du travailleur social qui va se rendre en fait dans le logement pour voir comment ça se passe, pour poser des questions sur la situation financière. Est-ce que les adoptants ont de la famille? Est-ce que la famille est OK avec l'adoption? Et le psychologue lui va regarder un petit peu plus pourquoi il adopte. Est-ce qu'il comprend le projet d'adoption? Et ça, c'est des choses qui ont quand même changé, je pense, dans les questions qui sont posées, puisque j'ai eu accès à une évaluation psychosociale de 1998. Et nous, évidemment, ça nous choque. On se dit, mais comment ça peut suffire? Comment ça fait foi, en fait? Il y avait quoi dans cette évaluation Dans cette évaluation, donc évidemment, on cherche à savoir surtout quel est le contexte familial. Mais le projet d'adoption, justement, j'ai pas vu grand-chose. On demande aussi, est-ce que vous seriez à l'aise d'avoir un enfant racisé? Bon, c'est pas comme ça qu'ils le disaient à l'époque, évidemment. Oui, non, que ce soit oui ou non, on y va quand même.
D'accord, oui. Et donc, que ce soit pour une adoption nationale ou internationale, en fait, on va passer par ce mécanisme-là. Et en fait, on obtiendra ou non son agrément. Sachant que, et ça c'est important de le dire, pourquoi est-ce qu'aussi beaucoup passaient par l'adoption internationale? Parce qu'en France, il y avait peu d'enfants, il y a moins d'enfants adoptables, mais il faut dire aussi que le rêve de tout parent, je pense, de la plupart des adoptants, c'est d'avoir un bébé. Et des bébés nés sous X, donc les bébés qui naissent où la mère ne déclare pas son identité, il y en a à peu près 400 par an. Donc c'est pas beaucoup pour à peu près une dizaine de milliers de demandes d'agrément par an. Donc en fait, dizaines de milliers de demandes d'agrément, dizaines de milliers d'enfants disponibles à l'étranger, c'est comme ça que ça se faisait. Donc c'était le canal privilégié, même Ouais, si vous exactement. avez effectivement sur ton média, tu as quand même des témoignages de gens qui sont adoptés de Oui, il y en a quand même. il y en a Ouais, quand bien même, sûr, il y en a évidemment. quand même. Et dans ce que tu évoques sur la question des enfants racisés, ça pose une question très importante dans l'adoption, c'est la question de l'adoption transraciale, c'est-à-dire en général des parents blancs qui adoptent un enfant qui n'est pas blanc, donc un enfant noir, un enfant asiatique. Et ça pose tout un tas de questions. Tu l'évoquais aussi un petit peu tout à l'heure dans un témoignage en disant que des parents qui disent à leur enfant tu n'es pas vraiment noir. Et en fait, il y a plein de questions qui sont posées par cette adoption transraciale, et c'est un peu un impensé, enfin en tout cas c'était un peu un impensé à l'époque où on se disait s'ils adoptent un enfant noir, c'est qu'ils peuvent pas être racistes. En gros, c'était un peu le discours qu'il y avait derrière. Et c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où je dis que c'est pas suffisant, et je pense pas être du tout la seule à le dire, c'est pas suffisant ce qui se fait avant, donc pré-adoption, c'est qu'en fait, il faudrait, je pense, véritablement une vraie formation. Je sais qu'il existe aussi, même déjà dans les années 90, il existait des réunions. Donc des réunions où un adoptant, et c'est ça le problème aussi, c'est toujours un adoptant qui vient expliquer aux adoptants, voilà comment j'ai vécu mon adoption. Donc il raconte, moi voilà, j'ai adopté un enfant du Mali. Voilà comment ça se passe. Sauf que nous, ce qu'on pense plus légitime, c'est une vraie formation où on explique. Donc ton enfant, il va arriver, il n'aura pas les mêmes cheveux que toi. Comment tu apprends à gérer ses cheveux? Est-ce que tu lui imposes tes coupes de cheveux ou est-ce que tu lui demandes comment il se sent à l'aise avec ses cheveux? Il n'aura pas la même peau. Est-ce que tu sais quel type de crème, quel type de soin pour la peau est bon pour elle ou pour lui? Tu sors un enfant de son climat. Ça, c'est pareil, on n'en parle jamais. Les conséquences que ça peut avoir de sortir un enfant de son climat, de la température avec laquelle il a été habitué pendant les premières années, les premiers mois de sa vie. Il faut prendre en considération ses cheveux, donc sa peau, et ensuite, évidemment, la société. L'adoptant va souvent être concerné par le transracial quand ça va se rapporter sur lui. C'est-à-dire, j'ai des exemples d'adoptés qui me disent, une fois, voilà, j'étais sur les épaules de mon père, et en fait, une dame, donc lui, il est éthiopien, il est d'origine éthiopienne. Et donc, une dame lui dit à l'adoptant, « Ah, mais c'est bien, ça fait bon footballeur, ça. » Et là, l'adoptant, choqué, et il réalise, en fait, « Oh, donc là, mon enfant est noir et c'est possible qu'il subisse du racisme. » Sauf que quelques années après, ils partent en Russie ensemble, ils font le transsibérien. Et en fait, l'enfant qui est devenu un peu grand, qui a 10-11 ans, passe sur un passage piéton et il y a une personne qui le voit et qui le vise pour l'écraser en voiture. Et en fait, pendant tout ce voyage-là, il va subir un racisme énorme. Il va vivre un voyage horrible. Il va en parler à ses parents et ils ne seront pas à l'écoute. Et ils lui diront « Tu fais chier, t'es chiant, arrête un petit peu de faire la tête, t'es en train de faire un voyage de fou, arrête. » Donc en fait, c'est ça que je dis, c'est que l'adoptant va toujours être choqué du racisme quand ça va le ramener à lui, ramener lui à ce qu'on lui fasse comprendre que c'est pas son enfant en fait, et que tu ne ressembles pas à ton enfant. Donc le transracial, c'est ça en fait, c'est de prendre en considération toutes les facettes de ce que ça comporte d'avoir un enfant qui n'est pas blanc. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ce que tu racontes. Il y a une anecdote de Amandine Gay qui a fait aussi un gros travail à ce sujet sur la question transraciale, qui a fait de la sensibilisation. Et elle dit que parfois, même souvent, les parents vont internaliser des clichés. Et elle raconte une anecdote. Elle dit sur un salon pour signer un livre, une mère adoptante blanche d'un enfant noir est venue lui dire « Mon mari a peur qu'à l'adolescence, notre fils recherche la compagnie de personnes de sa communauté et qu'il se mette à avoir de mauvaises fréquentations. » Donc quelqu'un a dit ça en disant « On a adopté un enfant noir, s'il fréquente d'autres personnes noires, il risque de mal tourner. » Et ça, ouais. C'est vraiment pour montrer que, au-delà de l'image un petit peu idéalisée de on va sauver un enfant d'un pays pauvre ou un enfant né sous X, en fait, il se cache beaucoup de violence et c'est pour ça que c'est important de l'adresser. Et bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont complètement déboussolés quand l'enfant part en ville, parce que très souvent, c'est pas à chaque fois bien sûr, mais il y a beaucoup d'adoptés qui arrivent en campagne, qui arrivent dans des villages où parfois c'est le seul noir, le seul asiatique, dans des écoles où c'est parfois il y a le professeur qui doit faire une annonce dans l'école pour dire, j'ai eu ce cas-là, pour dire voilà, il y a une personne originaire du Mali qui arrive. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'au moins elle fait de la sensibilisation. Mais je veux dire, l'enfant il vit avec en étant le point noir dans la foule pendant toute son enfance, et ensuite arrivent les études. Donc soit la relation s'est dégradée et on coupe les ponts parce que ça arrive aussi très 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 souvent. Soit on part en ville, on part à Paris, on part à Nantes, on part à Lyon, on part à Marseille, et en fait je suis noir et il y a d'autres noirs et j'ai le droit de traîner avec des personnes de ma communauté. Parfois c'est un peu compliqué parce qu'évidemment on a rien, on a l'impression d'avoir rien en commun.
Mais du coup, le parent, là, il est complètement déboussolé parce qu'il commence à voir son enfant qui se réapproprie qui il est. Et ça fait peur, parce que se réapproprier qui il est, ça veut dire se détacher. Pour eux, souvent, je parle pas à leur place, mais c'est ce que j'entends, c'est se détacher et avoir peur de se faire rejeter, en fait, finalement. Oui, puis c'est aussi la question de, en fait, je pensais que c'était mon enfant qui me ressemblait exactement, et finalement, Oui, ce n'est pas le cas. c'est ça, et on le disait juste avant, il y a des parents, et ça, c'est véridique, hein. J'en sais quelque chose. Le parent adoptif est tellement persuadé que c'est son enfant. Parfois, il y a des mères qui disent « je t'ai senti dans mon ventre ». J'ai eu plusieurs histoires comme ça. Comment, en sentant son enfant dans son ventre, on arrive à réaliser et être OK avec le fait que son enfant est noir? Et ben non, en fait, il va dire « mais non, t'es pas noir, t'es comme nous, tu nous ressembles, puis regarde, tu ressembles à papa, t'as vu, t'as les mêmes mimiques. » Donc en fait, il va créer cette dissonance cognitive chez l'enfant et chez l'adolescent, hein, où en fait, il va se dire « mais je me regarde dans le miroir, je suis noir, je suis dans ma famille, je suis blanc, je suis dehors, je suis noir, je sais plus quoi faire, je sais plus comment me comporter. » Et c'est aussi un autre enjeu que vous évoquez beaucoup, qui évoque beaucoup, c'est la question des effets sur la santé mentale en fait de l'adoption. C'est-à-dire que même des personnes avec des familles où ça se passe bien, qui ont eu une enfance heureuse et qui disent eux-mêmes dans leur témoignage que leur enfance s'est bien passée, en fait ils disent en fait j'ai des problèmes d'identité, j'ai eu une dépression. Enfin il y a aussi énormément d'enjeux de santé mentale autour de l'adoption, y compris quand les familles adoptantes font le maximum. Font le maximum. C'est vrai que les témoignages de personnes qui me disent « je ne ressens pas le traumatisme », c'est tellement rare que ça choque les adoptés. C'est-à-dire que c'est tellement rare de dire bah, « moi je me sens bien, mes parents je les ai adoptés autant qu'ils m'ont adopté et j'ai jamais ressenti un conflit d'identité, j'ai même pas spécialement envie de vous connaître mon pays d'origine », ça choque. Je parle pas de moi, hein, je parle vraiment de ce que je vois dans les commentaires de personnes adoptées. Non, en fait, en vérité, c'est une écrasante majorité qui subit encore aujourd'hui, parce qu'on est devenus des adultes, et même des personnes de 70 ans, 80 ans, qui subissent véritablement leur adoption. Dans le sens de... Donc, j'ai été déracinée. Comme je disais tout à l'heure, cette histoire de climat où, en fait, on sent qu'on n'est pas chez soi. Parfois, c'est pire que ça, hein, c'est-à-dire que j'ai un prénom. J'arrive en France, on me retire mon prénom. Je vais à l'école, on m'appelle par un prénom. Ce n'est pas mon prénom. Tu témoignes de quelqu'un qui a eu 6 prénoms c'est exemple. extraordinaire. Donc, en fait... oui, la santé mentale des adoptés, c'est un vrai sujet. Et c'est tellement un sujet qu'il manque des études pour montrer le taux de suicide en fait, chez les personnes adoptées. Parce que c'est une réalité. Tous les adoptés le savent. Tout le monde sait que leurs comparses sont passés à un moment donné par, pas forcément des idées noires, mais en tout cas une question vraiment de se regarder dans le miroir et de se dire mais qui suis-je? Je n'ai aucune idée de à qui je ressemble. Et c'est probablement ce qui va me suivre toute ma vie en fait. Je suis avec des gens, je suis censée les aimer, mais parfois je ne me reconnais pas en eux et je me sens distant, même s'ils sont aimants. C'est exactement ce que tu disais juste avant. Il y a des parents très aimants, et il y a beaucoup d'adoptants qui font leur job comme il faut, mais il y a une distance. Il y a une distance parce que parfois c'est aussi la famille élargie. La famille élargie qui rappelle sans cesse, t'es pas comme nous. Toi, t'es vietnamienne, mais bronze pas trop l'été parce qu'il ne faudrait pas que tu sois trop... faut que tu continues à nous ressembler quand même, parce que sinon, quelque part, c'est un peu, on t'aimera moins. Donc la santé mentale des adoptés, c'est un vrai sujet. Il manque encore, je trouve, de ressources. Quand on fait des sujets dessus, on galère, mais ça existe. Des ressources, notamment, vous en proposez le blackout de l'adopté, là, notamment que vous avez publié. Je propose qu'on écoute un petit morceau, ça me permettra de voir si le son fonctionne en plus. Voilà, normalement, ça devrait aller. Et c'est donc avec Myriam. Je regarde les albums photos, mais j'ai pas trop de souvenirs d'enfants. Mes souvenirs étant petite, je ne me souviens de presque rien. Et là, vraiment, blackout, je n'ai aucun souvenir du voyage. Mémoire et amnésie, le blackout de l'adopté. Est-ce que le son va bien? Parce que je vois que ça module bizarrement, mais si vous me dites que ça va, on peut juste relancer. Ouais, j'attends juste la réponse. 5 sur 5, bon, nickel. 20, 30, 40 ou 50 ans, tu as bien dû remarquer qu'en tant que personne adoptée, les premières années de ta vie sonnent un peu comme des pages blanches. Ce n'est pas qu'une impression. Lors de ta séparation avec ta famille biologique, c'est si brutal pour ton cerveau qu'il décide en quelque sorte de se débrancher, comme un blackout. C'est sa manière à lui de ne pas garder les souvenirs qui seraient dangereux à regarder. On parle ici d'amnésie dissociative traumatique. Parce que les premières années de vie entre un nourrisson et ses parents construisent ce qu'on appelle la sécurité émotionnelle. Elle est basée sur le cortisol et l'ocytocine régulée qui vont permettre le lien entre le nourrisson et ses parents. En venant brutaliser ce lien maternel et paternel par une séparation, le cerveau se débranche, c'est le blackout et le traumatisme commence à s'ancrer en toi.
il va petit à petit se développer et commencer à créer ce qu'on appelle des fantômes du passé. Je parle bien sûr des blessures, celles du rejet, de l'abandon, de la trahison, des petites phrases que tu peux te dire comme « on m'a laissé, je ne vaux rien, je peux faire confiance à personne ». En tant que personne adoptée, on le sait mieux que personne. Ces petites phrases viennent teinter une relation, qu'elle soit amoureuse, familiale ou professionnelle. Elles prennent parfois des formes un petit peu insidieuses. Fais-toi accompagner pour les reconnaître. Et ça, c'est intéressant parce que ça concerne absolument toutes les personnes adoptées. On a parlé d'adoption transraciale, mais en fait, il y a des interviews aussi de personnes blanches sur le site, et on voit qu'en fait, il y a aussi ce sentiment-là. En fait, c'est quelque chose qui était assez partagé en fait dans les témoignages. Exactement. Où le blackout, on l'a pas tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous oublié notre enfance. Par contre, d'avoir des pertes de mémoire, ça, on est presque tous concernés, parce que comme elle le dit très bien, c'est Myriam qui est psychothérapeute, qui est adoptée aussi de Madagascar et qui accompagne beaucoup de personnes adoptées. Elle le dit très bien. En fait, on essaie de se protéger parce que c'est dur de regarder l'abandon, c'est dur de regarder, qu'on soit né en France ou né ailleurs, c'est dur de regarder déjà le simple fait d'avoir été soit abandonné, soit séparé. Et ça, on en parlera, je pense, juste après. Il y a des enfants qui se souviennent de ce qui s'est passé là-bas. Parce que nous, pour les sous-X, voilà, on est né ici, on n'a pas d'informations. Mais il y a plein d'enfants qui ont été adoptés à 7, 8, 9 ans. Ils se souviennent de ce qui s'est passé là-bas. Ils arrivent en France, c'est le brouillard. Je comprends pas pourquoi est-ce que j'étais dans mon pays, j'étais en Éthiopie. Qu'est-ce que je fais en Normandie avec des vaches autour de moi et des champs? Qu'est-ce que je fais là? Et on me dit, surtout quand tu arrives en France, tu dis bien ça, tu es gentil avec tes parents. Maintenant, ce sont tes parents, tu les appelles papa et maman. En fait, quand on y pense, c'est totalement normal que le cerveau essaye d'oublier, quoi, pour se protéger complètement de la douleur que ça peut représenter. Et un témoignage dans le chat de Barbara, salut Barbara d'ailleurs, le fils de son mari qui a eu un suivi pendant son adolescence. À aucun moment, les psys n'ont semblé prendre en compte le fait qu'il a été adopté, et que donc peut-être que on ne sait pas, ça avait pu avoir une incidence de prise en charge incomplète et donc inefficace sur cette question-là. Et oui, parce que c'est vrai que, alors, il y a beaucoup d'adoptés aussi qui n'osent pas parler de l'adoption. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont plus jeunes, et je pense que là, beaucoup d'adoptants se reconnaîtront, ils n'osent pas en parler parce que c'est un peu une espèce de honte. Pas une honte nécessairement d'être adopté, mais c'est surtout d'être différent et de ne pas savoir. Et donc, forcément, on nous pose tout le temps des questions. Et de ne pas savoir répondre, au bout d'un moment, c'est pesant, c'est très pesant. Et donc, il est possible que, face au psychologue, il n'ait même pas osé dire. Alors après, j'imagine que quand on accueille un enfant, on rencontre les parents. Donc, il a dû voir qu'il y avait une petite différence. Je suis surprise qu'il n'ait pas posé la question. Je pense qu'il a dû peut-être se dire que l'adopté avait du mal. Je dis l'adopté parce que je n'ai pas son nom, mais je veux dire que l'adopté avait du mal lui-même à sortir les choses. Et c'est là, en fait, où on manque clairement de professionnels compétents sur la question. Parce qu'encore une fois, on a vraiment pris l'adoption comme une niche, et j'ai l'impression que même au niveau de la politique, ça on y viendra aussi, on a fait comme si on n'existait pas et qu'on était tellement silencieux qu'en fait on n'avait pas de voix. Et donc c'est pour ça qu'il manque aujourd'hui clairement de professionnels de santé qui sont compétents en fait, parce que même au-delà de la santé mentale, sur la santé physique, à partir du moment où on va chez un médecin, et que lorsqu'il nous demande est-ce que vous avez des tendances génétiques ou quel est votre passé médical au niveau de votre famille, on ne sait pas répondre. En fait, là, on est complètement bloqué. En fait, il manque de personnes qui savent et qui savent un petit peu ce qui se passe aussi dans les pays d'origine pour déterminer les risques qu'il y a aussi. C'est ça qui nous manque en fait. Ça élargit encore le spectre des formations qu'il faudrait faire, je pense, notamment Tout aussi aux maladies dermatologiques sur les peaux noires, c'est pas la même chose que les peaux blanches, il y a plein de choses. Témoignage de Mosimo intéressant, je trouve, dans le chat, qui dit: c'est curieux, je me retrouve dans vos propos alors je ne suis pas adopté. Je suis noire métisse de parents biologiques d'un père noir décédé qui était très absent jusqu'à mes 19 ans et d'une mère blanche qui m'a éduqué avec des biais de blanchité. C'est vrai qu'on voit que là, en fait, il n'y a pas uniquement juste l'adoption pure et simple, en fait, il y a des personnes qui peuvent se retrouver dans cette question-là de questions raciales vis-à-vis d'un enfant qui ne sont pas directement concernés par l'adoption. J'ai pas mal d'autres questions, et notamment quelque chose qui m'a beaucoup choqué, même si j'avais une petite idée que ça existait évidemment, mais ton média a aussi un aspect militant, parce que dans ta présentation tu expliques aussi que tu es pour le fait que les personnes adoptées puissent retrouver leurs origines, mais aussi contre le trafic d'enfants. Et en fait là on parle de l'adoption internationale en particulier, où il y a énormément de cas d'adoption où en fait c'est littéralement des enlèvements. Et des vols d'enfants dans des orphelinats, des mensonges sur leur famille. Et je pense notamment au témoignage d'Alix. Je crois que c'était ça qui était concerné dans ce qu'elle expliquait. Sur le trafic d'enfants Sur le trafic de Julie Sarah. Oui, Julie Sarah, c'est Julie Alix, Sarah. c'était sur le racisme, Ouais. on le mettra peut-être après. Ouais. Le témoignage de Julie Sarah, alors attendez, je vais vous le mettre
Voilà, la partie 1, je pense qu'on aura, Ouais. on aura suffisamment Ouais, d'infos clairement. dedans. Clairement. Un jour, mon père biologique a eu un accident de voiture qui lui a ôté la vie. Le dernier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand elle s'est mise à genoux pour m'expliquer que j'allais partir aux États-Unis et que j'allais revenir. On a atterri en Normandie, en France, avec des parents blancs qu'on connaissait pas. Je m'appelle Julie Sarah Foulon, j'ai 28 ans, je suis née en Éthiopie le 25 mars 1997. J'étais dans une famille, dans une fratrie de 7 personnes. Mon père rapportait tout l'argent, on avait besoin de rien. On marchait pas pieds nus, j'avais des chaussures, j'avais des vêtements, j'étais en bonne santé, j'allais à l'école, on était tous premiers de classe, enfin tout allait très bien. Et un jour, mon père biologique a eu un accident de voiture qui lui a ôté la vie. Et à partir de là, notre maman elle a demandé de l'aide à la mairie locale qu'on appelle les Kébélés en Éthiopie. Le dernier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand elle s'est mise à genoux pour m'expliquer que j'allais partir aux États-Unis et que j'allais revenir. On a voyagé toute la nuit avec un homme qu'on connaissait pas. C'était un peu une adoption clandestine. En fait, j'étais paralysée. On me donnait les informations, mais mon cerveau n'était pas là. J'ai atterri à l'orphelinat avec ma petite sœur. La barrière s'est ouverte et là on a entendu plein d'enfants crier. D'un coup, t'as des dames qui s'occupent de toi, qui te prennent. Elles m'ont retiré les vêtements de ma mère qu'elle m'avait mises. Et quand je leur avais demandé de rendre, ils m'avaient dit tu la reverras plus. On était enfermés tout le temps, on sortait pas dehors. Il y avait un chien de garde. On mangeait tout le temps la même chose, c'était de l'eau avec des spaghettis, c'était dégueulasse. Et parfois il y avait des blancs qui débarquaient. Tout devenait propre aussi dans l'orphelinat quand il y avait les blancs. Tout devenait joyeux, on avait des jeux, etc. On nous changeait, on nous habillait pas de la même façon. Et en fait, il y avait quelques enfants qui disparaissaient. Une fois qu'ils arrivaient, on comprenait pas, ils nous expliquaient pas que on allait se faire adopter en fait. Les dames qui s'occupent de nous viennent nous réveiller en pleine nuit. Ça se passe jamais en pleine journée. Et on commence à nous habiller de vêtements chauds. Et là, un peu en secret, on nous a mis dans une voiture avec des blancs. Et là, vraiment, blackout. Je n'ai aucun souvenir du voyage. Et je me réveille d'un coup à l'aéroport. Je pense que je suis aux États-Unis. Et en fait, pas du tout. Je suis à Paris. On voit au loin deux blancs, hyper émus. Enfin, moi, je les regarde. Je me dis, c'est quoi ces zinzins? J'ai l'impression qu'ils nous connaissaient déjà, alors que nous, on les a jamais vus de notre vie. Et on a atterri en Normandie, en France, avec des parents blancs qu'on connaissait pas. Il y avait une professeure. Je vais arrêter là parce je pense qu'on a l'essentiel du témoignage. On pourra aussi résumer un peu le reste, mais moi j'ai trouvé ça hallucinant. Et toi, tu me disais que en fait, on s'y habitue au final. On entend des témoignages comme ça à longueur de temps, mais c'est vraiment littéralement une famille qui a eu un accident de la vie. Le papa qui est décédé dans un accident, donc a été placé en attendant. Et en fait, l'enfant a juste été enlevé et mis à l'adoption. Donc en fait, pourquoi le témoignage de Julie Sarah il est aussi poignant? Déjà parce qu'elle a beaucoup de souvenirs, parce qu'elle était plus âgée, elle est plus âgée que la moyenne des enfants qui sont adoptés. Donc elle raconte en détail, donc déjà le pourquoi, parce que le pourquoi on l'a pas souvent. On sait pas en fait qu'est-ce qui pousse des parents à abandonner, parce que c'est toujours ça dans l'imaginaire, c'est toujours la mère est jeune, pauvre, ou alors elle a été abusée et donc elle est obligée de céder son enfant. Là on a le pourquoi. Pourquoi c'est l'accident. Ensuite, on a donc le parcours jusqu'à la France, en fait. C'est-à-dire, j'arrive en orphelinat, elle raconte bien l'orphelinat. Ça, c'est très important, les récits de l'orphelinat aussi. Le fait que ces enfants-là, ils rencontrent pour la première fois ce qu'ils appellent tous des blancs. C'est la première fois qu'ils en voient. Et en fait, on leur dit du jour au lendemain, vous partirez en France. En fait, non, vous partirez aux États-Unis. Pour le coup, là, c'est vous partirez aux États-Unis. Bon, là, c'est pas forcément faire la différence, elle est toute petite. Et en fait, on raconte aussi, donc elle raconte bien le blackout dont on parlait juste avant. Et en fait, Julie Sarah, comme beaucoup d'enfants, effectivement, elle est issue d'une adoption illicite, puisque la mère, elle avait dit qu'elle reviendrait. Elle avait dit, je me refais, parce qu'elle a quand même 6 autres enfants. Je me refais. Et ensuite, vous reviendrez. Sauf que elle arrive en Normandie, et les parents, ils lui disent, bonjour ma fille. Aujourd'hui, c'est moi ta mère. Et donc Julie Sarah, on lui dit, là-bas en Éthiopie, dis à tout le monde que ta mère est morte. Tu dois dire, sinon ta mère elle va avoir des problèmes. Donc c'est la menace. La suite du témoignage, c'est vraiment une construction d'un mensonge autour de cette adoption. Et ça dure sur des années où Julie Sarah, en fait, elle sait que c'est faux, mais elle doit absolument dire que c'est vrai. Et au moment où elle explose, parce qu'au bout d'un moment c'est trop lourd à porter. Imaginez-vous, vous êtes un enfant, vous devez dire à tout le monde que votre mère est morte, parce que si vous ne le dites pas, votre mère aura des problèmes. C'est la dernière chose que vous voulez. Et donc l'association qui est responsable de l'adoption qui est française, elle maintient ce mensonge et elle dit carrément en fait votre fille elle se trompe, c'est pas sa mère, c'est sa tante. Puis ils changent sur les photos en mettant tante. C'est aberrant et c'est des choses qui ont existé énormément en Amérique latine, beaucoup en Afrique, beaucoup en Asie, beaucoup. Et aujourd'hui, ces enfants-là, ils ont besoin de parler. Parce que si beaucoup n'ont pas conscience que ça s'est passé comme ça, en fait, ils le découvrent. Au bout d'un moment, il y a des recherches d'origine, ça, on en parlera aussi. Et pendant la recherche d'origine, en fait, pour certains, en fait, ils découvrent que c'est même pas la bonne date de naissance, c'est même pas le bon nom, qu'ils ont été transférés jusqu'à la France totalement clandestinement. Et en fait, elle...
elle fait partie de ceux qui se souviennent et qui peuvent dire clairement, témoigner d'une adoption illicite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu disais par rapport au décalage des attentes, où tu disais oui, mon enfant, il m'a reconnu, il m'a aimé tout de suite quand il arrive à l'aéroport. Et là, en fait, elle dit c'est qui ces zinzins, je ne les connais pas, je ne sais pas pourquoi je suis là, quoi. Et alors que eux, probablement, ils avaient reçu des photos depuis Bien des sûr. semaines et des semaines. Et eux, ils étaient dans une attente d'il y a de plusieurs années, parce que eux racontent justement ce parcours du combattant, parce que ça dure longtemps, c'est long, mais c'est pas toujours aussi long. Parfois, et je discutais avec le conseil départemental de la Seine-et-Marne qui me disait, il y a 10 ans, avec un sac à dos et un rêve, on arrive à Madagascar, on repart avec un enfant une semaine plus tard, voire 3 jours plus tard. Aujourd'hui, bon, ça se fait moins, qu'on se le dise, mais je veux dire, eux, ils ont des attentes énormes, et ils attendent cet enfant parfois comme le Messie. L'enfant, lui, bah, il attend de revoir sa mère. Il se dit, bon, bah, c'est des vacances. En fait, pour beaucoup, ils se disent, c'est des vacances. Je pars en vacances, ok, je vais y revenir. Et en fait, quand sa mère quand la dame, souvent c'est ce qu'ils disent, la dame lui dit, bah, c'est moi ta mère. Ah, il y a un petit souci, je comprends pas trop en fait. Donc le décalage, il est énorme. À l'aéroport, rencontrer ses parents à l'aéroport, imaginez-vous. C'est juste délirant en fait. Oui, puis encore une fois, l'enfant n'est pas préparé, enfin, on lui Mais ment pas du jusqu'au tout. bout. Et Alors, même il est après. préparé physiquement, c'est-à-dire qu'on lui fait une petite coupe de cheveux bien tenue, une petite tenue bien tenue, alors qu'on sait, il le raconte tous qu'à l'orphelinat, c'est des conditions qui sont très compliquées. Mais par contre, le jour où les Blancs viennent, le jour où les Français ou les Belges arrivent, ils sont tous bien pomponnés, bien préparés pour bien se faire voir par les adoptants. Mais par contre, pas du tout préparés émotionnellement et psychologiquement. Question de Zanassi, intéressante, je pense, qui dépend peut-être des situations, mais les parents adoptants ne sont pas conscients d'avoir fait appel à ce type de réseau illicite. Pour eux, tout s'est passé de manière réglo. Alors, dans le cas de Julie Sarah, il n'en était pas conscient. Ça, elle le dit très bien. Il n'en était pas conscient du tout. Est-ce que c'est le cas pour tous les parents? Absolument pas. On sait. Et aujourd'hui, les études qui ont été menées le prouvent. La plupart des acteurs de l'adoption, donc tout sauf l'adopté, en fait, la plupart savaient. Dans les cas d'adoption illégale, à partir du moment où tu vas au Sri Lanka, tu vas dans un bus, tu prends un enfant, tu repars en France, comment t'es pas conscient qu'il y a un problème? Comment t'es pas conscient qu'il y a un souci quand tu prends ton enfant dans un bus? Comment tu n'es pas conscient qu'il y a un problème quand on fait passer l'enfant avec des espèces de vices de procédure, on lui fait un petit passeport français, mais en fait il repart en France alors qu'il a même pas encore son visa? Comment tu sais pas? C'est ça en fait qu'on se demande. C'est que bien évidemment il y en a plein qui juste en fait comprennent pas trop. Mais comment tu sais pas quand tu payes 70 000 € un enfant? 70 000 €. Comment tu sais pas qu'il y a un problème? Parce que évidemment il y a les frais d'avocat, il y a les frais du voyage, les frais du passeport, etc. Comment tu sais pas qu'il y a une entourloupe quand tu payes des dizaines de milliers d'euros à un enfant? Pour nous déjà payer un enfant c'est déjà même 1 euro. Hein. Symboliquement, c'est déjà grave. 70 000 €. Ouais, c'est pour ça qu'on parlait de trafic d'enfants, en fait. Oui, exactement. Comment ils savent pas? C'est ça. Et témoignage de Marie-Richard Nivet dans le chat qui dit l'adoption c'est chelou même sans réseau illicite. Moi j'ai été adopté par des gens complètement tarés et le juge aux affaires familiales a dû finalement me retirer de là 12 ans plus tard. On voit effectivement des affaires de maltraitance. Il y en a aussi dans les témoignages de ton média, et notamment, je me souviens plus de son prénom, mais une personne plus âgée qui a été... Mouloud d'Éthiopie, non, c'est pas ça? Non, c'était une personne qui a été adoptée qui est née dans le 16e arrondissement de Paris. Qui est Graciane, de l'association des nés sous X. Voilà, Graciane, ouais. voilà, Ah oui, Graciane, oui. qui parle aussi de mauvais traitements. Et on voit que c'est une autre époque où en fait c'est des adoptions de familles, de bonnes familles qui voulaient un enfant. De bonne famille. De bonne famille, voilà, mais qui leur renvoyaient aussi quelque chose. Et là on voit qu'effectivement de la maltraitance dans le cadre d'une adoption d'un enfant, d'une enfant blanche, française. Blanche et les blancs, quoi, ça existe aussi. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais effectivement, il y a toutes les situations qui existent. En fait, c'est ça aussi, c'est que les histoires sont très différentes. C'est pour ça que je vous invite à aller voir. Je vous ai même pas mis le lien du TikTok dans le chat. Je vous invite à aller voir les témoignages qui sont très très différents et très intéressants. Et au-delà de ça, il y avait une question, et ça c'est peut-être plutôt le côté positif, c'est que où ça en est aujourd'hui, quelqu'un disait dans le chat, les adoptions internationales, alors tu me disais que c'est beaucoup moins répandu que dans les années 90 et 2000. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2000, c'était 4000 enfants adoptés sur l'année. Aujourd'hui, c'est 104. Je crois que pour l'année 2025, je crois que c'était 104. D'accord, donc c'est une baisse, c'est presque une disparition en fait finalement. Et donc quand j'ai parlé avec le conseil départemental, il m'a bien expliqué que les institutions sont maintenant conscientes que... je pense que je suis tombée sur quelqu'un qui était particulièrement bienveillant, qui m'a dit « On a conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas déraciner un enfant sans conséquence. » Donc en fait, à partir de ce moment-là, on va tout faire pour privilégier l'adoption nationale. L'adoption nationale, c'est pas facile. Il y a des enfants qui ne seront jamais adoptés parce qu'ils sont à besoins spécifiques, comme on appelle, ou qui sont trop âgés. Et on le redit parce que je l'avais dit au début, la plupart des adoptants veulent un enfant jeune, très jeune, au mieux qui ne va pas se souvenir de son passé. Donc...
les adoptions internationales aujourd'hui, c'est presque plus rien. Aussi parce que les pays dits émetteurs, donc les pays du Sud global qui ont dû envoyer leurs enfants, en fait, aujourd'hui, ils ont fermé leurs frontières à l'adoption internationale. Donc, je pense notamment à Madagascar, qui a arrêté, et aussi beaucoup de pays, il y a de plus en plus de pays aussi récepteurs, plutôt les pays du Nord, qui en fait, sont interdites d'adopter dans ces pays-là. C'est le cas de la France. La France n'a plus de droit d'adopter dans plusieurs pays du monde à cause des malversations qui ont été prouvées. Et des pays qui se sont même excusés pour les adoptions illégales. Je pense notamment à la Corée du Sud, qui est un pays qui a énormément fourni d'enfants aux pays du Nord, et le pays a arrêté donc cette pratique-là, d'autant plus que la Corée du Sud s'est beaucoup enrichie. Mais il y a eu même des excuses qui ont été faites aux enfants adoptés. Je vois un commentaire qui dit ils veulent une page blanche. C'est exactement ça. Mais après, ça, on peut à la limite comprendre que c'est humain de se dire je préfère quelqu'un qui j'ai tout à construire avec cet enfant et j'aurais pas, enfin là ça c'est ce que je comprends un peu moins, mais ils se disent j'aurais pas à le partager avec son passé, j'aurais pas à le partager avec son pays, parce qu'à la limite de se dire je veux que ce soit mon enfant, ok, que son enfant annihile tout ce qui l'a construit, donc sa culture, sa langue, sa musique, ça c'est pas normal. Ça pour moi c'est absolument anormal. Une page blanche c'est impossible. Même vous en fait, même les enfants nés avec leur famille biologique. Il n'y a pas de page blanche parce qu'on a tous du transgénérationnel, donc dans tous les cas ça n'existe pas. Les traumas ils sont là, pendant la grossesse il s'est passé des choses, on peut pas l'effacer. Oui, puis même de toute façon, sinon tout se passerait bien dans toutes les familles biologiques si les enfants étaient des pages blanches. Il y a deux remarques effectivement sur le suivi. Quel est le suivi? Je comprends que le processus est très complexe, mais derrière, est-ce qu'il y a un suivi de l'enfant ou est-ce qu'il est relaissé à l'abandon? Et Marie-Richard Nivet qui rebondit là-dessus en disant personnellement, dans le cadre d'une adoption plénière, il n'y a plus du tout de suivi. Alors c'est peut-être plutôt des adoptions d'enfants en France que des adoptions internationales. Alors, je vais parler de mon propre cas. Moi, je suis née sous X. J'ai pas le souvenir d'avoir rencontré qui que ce soit. Par contre, je sais que c'est arrivé parce que quand j'étais petite, donc mes parents me l'ont bien dit, il y a quelqu'un qui venait les premières... J'ai envie de dire les premières années, mais c'est presque les premiers mois parce que je n'en ai absolument aucun souvenir. Sachez que à partir du moment où on n'a plus de souvenir, il n'y a plus rien. Moi, j'ai jamais entendu le moindre adopté me dire j'ai été suivi par quelqu'un. Le seul moment où ça a été le cas, c'est pour Ziggy qui est d'Éthiopie. Il y a eu un suivi quand il était tout petit, mais en fait son frère à lui, donc son frère adoptif, mais qui était du même orphelinat, était plus âgé, et donc en fait lui, il avait des soucis. Il était notamment épileptique, et donc en fait il se donnait des coups. Et donc en fait c'est la protection d'enfance qui est venue et qui ont pensé que c'était les parents qui frappaient le petit. Et donc en fait il a été retiré, il a été mis en foyer. En fait, c'est dans des cas où il y a des suspicions, peut-être même des signalements. Là, effectivement, il y a un suivi. Mais sinon, sachez qu'il n'y a pas de suivi. On est laissé à l'abandon, mais parfois, on le vit pas tous mal, attention. Mais effectivement, il n'y a pas de suivi. Et je voulais revenir aussi sur les scandales, parce que tu en as évoqué plusieurs. Alors il y en a que je connaissais pas, mais il y en a un moi que j'avais souvenir de scandales de trafic d'enfants. C'était l'Arche de Zoé notamment. Il y a plusieurs de ces scandales-là en fait d'associations qui font du trafic d'enfants, qui sont des associations françaises dans certains cas. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais depuis longtemps, ces histoires de scandales d'enlèvement d'enfants? Si on peut rappeler aussi un peu ce que c'est l'Arche de Zoé. Donc l'Arche de Zoé, c'était dans les années 2000, je crois que c'était 2005. Où en fait une association française s'était émue de la situation au Darfour, et donc elle avait proposé à des adoptants un espèce de petit jeu concours où en fait on donne de l'argent pour sauver un enfant du Darfour. Et donc en fait c'est à celui qui donnait le plus de dons qui aurait le droit à un enfant. Donc, déjà ça choque déjà, mais pour l'époque c'était pas choquant. Donc relativement 2007 tard. Voilà. Pour l'époque c'était pas choquant. Et donc, en fait, plusieurs membres de l'association partent pour le Soudan. Et en fait, à la frontière avec le Tchad, en fait, ils se griment. Et en fait, ils vont chercher des enfants. Et ils font passer ça pour une évacuation humanitaire. Et en fait, ils les mettent dans un avion pour les emmener en France. Sauf qu'en fait, le camion, je crois que c'était dans le camion, ça a été intercepté. Et donc, on s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient en train d'enlever des enfants pour les faire adopter en France. Et en fait, les parents, eux, étaient en attente de leur enfant tchadien. Ils étaient dans l'attente, véritablement, parce qu'on leur a fait comprendre que voilà, vous avez donné de l'argent, bravo, félicitations à vous, vous allez pouvoir avoir l'enfant. Donc ça a été déjoué. Il y a eu un procès et tout, mais ce genre de situation, ce genre de scandale, c'est malheureusement pas le seul. Il y a eu aussi Baby Lift au Vietnam, là c'était dans le contexte de la guerre, où en fait il y a un avion qui s'est crashé avec des enfants à l'intérieur, et les enfants à l'intérieur étaient promis à la France. En tout cas, promis à sortir du Vietnam pour être adoptés. Mais je pense aussi aux fermes à bébés. Les fermes à bébés, c'est
j'ai presque envie de dire que c'est le comble de l'horreur. C'est ces endroits où en fait donc il y a eu le cas notamment, mais pas que au Sri Lanka, où en fait on appâte des femmes enceintes, des femmes en situation de précarité. On leur dit si vous nous passez votre enfant, on vous passera un travail, on vous passera de l'argent, on vous passera quelque chose qui fera que votre situation sera meilleure. Et en fait, ils parquaient des femmes enceintes dans des espèces de fausses cliniques avec des gens pas du tout compétents pour mettre au monde des enfants. Et en fait, ils volaient les bébés et ils laissaient les femmes à l'abandon ensuite. Donc, véritablement, quand on parle de ferme à bébé, c'est que c'était un endroit où on cultivait du bébé, littéralement. Et ça existe. Mais en fait, c'est les scandales dont on entend parler en plus, parce que probablement qu'il y a une espèce de continent de scandales Bien sûr. qu'on va découvrir dans les prochaines années par rapport à ces adoptions internationales. Oui, bien sûr, il y a aussi les enfants de la Creuse, et là, ça concerne un département français, donc la Réunion, où ces enfants réunionnais ont été moi j'ai envie de dire déportés en fait, parce qu'on est plusieurs à employer ce terme, c'est de la déportation. On prend ces enfants à des parents qui ne savent pas bien lire, ne savent pas bien écrire, on leur fait signer un papier en disant je suis d'accord pour céder mon enfant, mais eux en fait ils n'ont aucune idée de ce qu'ils signent. Ils sont arrivés en fait pour combler cette France du vide, cette France où il manquait en fait, il y avait des taux de natalité qui n'étaient pas assez forts, et en fait pour beaucoup de ces Réunionnais, en fait ils sont tombés dans des familles où ils ont été réduits en esclavage, où ils ont subi des racismes, des abus de toutes sortes, et ce scandale-là, aujourd'hui, il est tel que on demande des réparations. Et donc, il y a la députée de la Réunion, Karine Lebon, qui a fait une proposition de loi pour réparer, et même si on répare vraiment jamais, ces enfants de la Creuse, qui sont devenus des adultes, des personnes même âgées aujourd'hui. Et aussi, cette question-là des maltraitances dans les familles adoptantes, il y en a beaucoup dans les témoignages, malheureusement, et aussi des gens qui ont fait un parcours ils se sont adoptés en France, mais ensuite ils se retrouvent à l'aide sociale à l'enfance, parce que les familles ne s'en occupent pas, donc non seulement ils ne sont plus dans leur pays, mais en plus ils n'ont pas de famille adoptante une fois arrivés sur le territoire. Ouais, j'avais le cas d'une personne qui donc est arrivée d'Éthiopie. Pareil, une adoption complètement illégale, où elle connaît ses parents. Pareil, on lui dit tes deux parents sont morts, mais en fait elle se souvient très bien de ses parents. Enfin, c'est pas en tout cas le souvenir qu'elle a. Elle arrive en France, donc évidemment un enfant qui est implanté dans un pays, dans une région du monde, dans un continent qu'elle ne connaît pas. C'est pas un enfant qui est forcément facile. Donc elle a fait quelques fugues avec sa sœur, et en fait les parents n'ont pas supporté, les adoptants n'ont pas supporté. Elle a été désadoptée, parce que c'est le terme que je choisis d'employer volontairement, au bout de 2 semaines. Donc au bout de 2 semaines, ils l'ont envoyée à l'hôpital pour faire des analyses, et ensuite elle a été placée dans un foyer jusqu'à ses 18 ans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des cas aussi de ce que moi j'appelle vraiment, véritablement des désadoptions. Parce qu'on se désolidarise d'un enfant qui est trop compliqué. Parce qu'on le disait tout à l'heure, les attentes de l'adoption, de l'adoptant, c'est un adopté qui est lisse, qui est calme, qui est bien poli, bien conventionnel, et qui s'entend bien avec tout le monde, qui se suradapte. C'est un autre sujet qu'on a abordé sur le média. Et quand c'est pas le cas, c'est soit on le frappe, soit on s'en débarrasse. Je caricature, mais en tout cas, dans le cas présent, ça a été véritablement de s'en débarrasser, de le mettre dans un foyer de l'ASE. Et on sait ce qui se passe dans les foyers de l'ASE. Oui, puis en fait, il y a ce qu'on dit tout à l'heure, ce que tu disais sur le fait d'acheter un enfant, sur d'avoir une page blanche. On a une espèce dont on parle de trafic d'enfants, c'est une vraie marchandisation des individus, parce qu'en fait, c'est j'ai acheté un enfant, il me plaît pas, du coup je m'en débarrasse. Il y a vraiment un côté objet, quoi, dans certaines histoires d'adoption. Ouais, c'est un business. C'est complètement un business. Il y a un autre enjeu autour de l'adoption dont tu parles aussi, c'est la question de l'accès aux origines, qui est très important et qui est une demande de longue date des personnes adoptées. Pourquoi c'est important, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on est une personne adoptée pour avoir accès à ses origines ? Alors, avoir accès à ses origines, c'est littéralement du droit de l'enfant. Donc, du droit de l'enfant d'avoir accès à son identité, à son passé. Nous, on est dans cette zone grise parfois, on ne sait pas qui est le parent. Parfois, c'est vrai. Parfois, la mère est morte. Parfois, l'enfant a été laissé sur le pas d'une église. Parfois, l'enfant a été laissé devant l'orphelinat. On ne sait pas. Donc là, à la limite, bon. Par contre, et ça, c'est hyper important, l'accès aux origines, ça passe par d'autres aspects, notamment l'accès à son dossier. Et pourquoi c'est aussi important d'avoir accès à son dossier ? Parce qu'en fait, c'est les premières heures, les premières informations sur nous. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir le récit de la grossesse. On n'a aucune idée de ce qui s'est produit pendant la grossesse. On ne sait même pas si on était bien traité pendant la grossesse. On ne sait pas s'il y a de la drogue, on ne sait pas s'il y a de l'alcool. On n'en sait rien. Bon, j'ai envie de dire comme beaucoup d'enfants. Mais dans le dossier, parfois, il y a des informations qui paraissent anodines pour certains, même pour les adoptants, qui ne le sont pas pour nous. Par exemple, tu t'appelais un tel. Et ça, j'ai envie de dire, j'utilise cet exemple, mais c'est un mauvais exemple parce que c'est pas anodin d'avoir un prénom et qu'on change son prénom une fois en France. C'est pas anodin, c'est pour moi même pas normal. Ensuite, il y a par exemple le nom des premières personnes qui se sont occupées de nous.
Pareil, ça paraît anodin, parce que ces femmes-là, bon, bah voilà, elles sont à l'autre bout du monde selon les adoptants, donc c'est pas la peine d'avoir leur nom. Mais pour nous, ça change tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est occupé de nous. Mm. Il y a quelqu'un qui nous a pris en charge, peut-être pas de l'amour véritable, mais qui nous a donné de la bienveillance. C'est pas rien. Il y a des informations sur comment était la personne qui nous a laissé à l'orphelinat, la personne qui nous a trouvés pour l'orphelinat. Donc l'accès au dossier, là, je parle du cas où le dossier est vierge. Mm. Il y a certains cas, c'est pas le cas. Il y a certaines personnes qui, à 18 ans, voire à 30 ou 40, découvrent leur dossier, découvrent le nom de leur famille biologique, découvrent le village de leur enfance, là où ils sont nés. Mm. Et ça, certains parents, illégalement, le gardent sous scellé. Et ils refusent, ils disent, ben voilà, non, tu verras ton dossier quand tu auras 25 ans, tu verras ton dossier quand tu auras 30 ans, tu verras ton... C'est illégal. C'est quoi que dit la loi sur l'accès au dossier pour les Alors, enfants de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que la rétention de documents, c'est interdit par la loi. La rétention de ses propres documents, parce que là, il s'agit de son document. Par exemple, lorsqu'il s'agit de son passeport d'arrivée en France, c'est mon document. Mm. Bon, moi, j'en ai pas parce que je suis né sous X, mais si c'était le cas, en tout cas, j'aurais le droit d'y avoir accès. Alors, il est question d'obtenir... Après, c'est toute la question de l'intégrale, la copie. Est-ce qu'ils ont le droit de donner une copie ou est-ce qu'ils doivent donner l'intégrale? Ça, c'est plus compliqué, je ne saurais pas dire exactement. Mais en tout cas... la rétention de documents, c'est interdit par la loi. Donc on devrait tous avoir le droit d'avoir accès à nos documents, les documents qui nous concernent. Parce qu'en fait, ça renforce toujours ce truc de on est une propriété. On est la propriété de son adoptant. C'est lui qui décide. J'ai même eu des cas d'adoptants qui contenaient qui retenaient le passeport. Son passeport, je veux dire, sa carte d'identité, tu n'as pas le droit de te déplacer sans mon accord. Là, on est vraiment sur des cas de produits, comme je voyais sur le chat. Si là, il n'y a pas cette notion-là, justement, de tu m'appartiens, tu es ma possession, je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est clair. D'ailleurs, il y a un témoignage de Marie-Richard dans le chat qui dit « Moi, j'ai récupéré mon dossier en 2024 à 54 ans. » Voilà. Fréquent, cas fréquent. Alors parfois, ça vient aussi de l'adopté. C'est pas toujours du côté de l'adoptant. L'adopté peut aussi être très friseux. On a peur de ce qu'on va voir, on a peur de ce qu'on va découvrir. Parfois, on découvre les raisons de son adoption. Alors, c'est pas souhaitable pour tout le monde. Mais lorsque c'est l'adoptant qui ne parle pas de ce dossier volontairement, sans dire voilà, tu as ces informations-là, tu pourrais y avoir accès quand tu veux, bah ça, c'est pas normal. Donc, l'accès aux origines, et pour les sous-X, c'est encore un tout autre sujet, puisque eux, donc le collectif des nés sous X, demande carrément à ce qu'on change la loi sur l'accouchement sous X parce qu'il ne permet presque pas du tout un accès aux origines, puisqu'on n'a presque aucune info. Ça dépend des dossiers, mais on a parfois une ligne ou deux. Et donc, eux, ils demandent à faire changer l'accouchement sous X, qui est pétainiste, hein, clairement, pour un accouchement dans la discrétion, où en fait, on garantit l'anonymat pendant 18 ans de la mère, mais qu'en fait, à 18 ans, bah, l'enfant, qui n'est plus véritablement un enfant, a le droit d'avoir accès à ces informations. Et ça fait longtemps que j'entends parler de ces histoires d'accouchement sous X, mais les blocages viennent de quoi? Pourquoi il n'y a pas de changement à ce niveau-là? Parce que, alors, c'est un sujet qui est complexe. Pourquoi? Parce que les associations de défense du droit des femmes disent, en fait, là, ça empiète sur le droit de la femme, c'est-à-dire le droit de ne pas d'accoucher sous le secret, donc de ne pas garder son enfant. C'est son droit, c'est son corps, son choix. Et ça, nous, on le comprend. Nous, on le comprend très bien. On peut être adopté féministe, il n'y a pas de problème, évidemment. Par contre, ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, le droit de la femme surpasse le droit de l'enfant. Parce que le droit de l'enfant, c'est d'avoir accès à ses origines, c'est d'avoir accès à qui il est. Il faut pouvoir trouver, comme je disais, le collectif, les associations ont des solutions, ils ont des propositions, et ils ont travaillé avec certains politiques pour dire, mais voilà, on peut faire les deux. C'est possible de faire que l'un n'empiète pas sur l'autre. C'est possible. C'est pas facile. Et comme je dis, ça remet certaines choses en question. Et voilà, ça va changer beaucoup de choses si ça arrive. Mais c'est possible. Ça peut se faire. Bah, on espère en tout cas qu'il y aura un débat en tout cas sur cette question-là. Par rapport, je voudrais revenir pour terminer, parce qu'il nous reste un peu plus de 5 minutes, mais on a abordé beaucoup de sujets, mais sur le média en particulier. Là, tu es toute seule pour tout gérer, pour faire le montage, les interviews, absolument tous les entretiens. Bon, est-ce que tu as déjà comment tu finances tout ça et comment tu comptes faire évoluer ton média? Je remets en même temps la capture. Donc là, donc effectivement, je suis toute seule sur le média. On est à 100% indépendant, 100% autofinancé. Là, on est dans la phase. Donc ça fait 1 an. Un an, c'était voilà, on regarde déjà. Est-ce que ça intéresse les gens? Est-ce que les gens comprennent la démarche? Est-ce que ça fonctionne? Bon, ça fonctionne. Les projets là sont en train de s'accumuler. Donc l'idée, c'est d'obtenir des financements. Donc déjà, on va lancer un financement participatif et on commence aussi à se rapprocher donc d'autres structures qui voudraient travailler avec nous et qui verraient l'intérêt de parler d'adoption, parce qu'au premier abord, effectivement, quand on dit voilà, j'ai un média spécialisé sur l'adoption,
Au départ, ça interroge. On se dit, OK, ça va être des petits témoignages comme celui de Philippe Etchebest qui raconte la rencontre avec son enfant, Johnny Hallyday qui raconte, à l'époque, c'est sa rencontre avec ses filles. Mais on s'attend pas forcément à ça quand on tombe dessus. On se dit pas, en fait, finalement, c'est pas que des belles histoires, voire c'est surtout des histoires un petit peu choquantes. Oui. Donc, c'est sûr que c'est moins facile d'obtenir des financements quand on dénonce. Ça, je vais pas la prendre à Mediapart, clairement. Mais là, effectivement, nous, on est en recherche de financement actuellement. Qu'est-ce qu'on met en place aussi pour faire avancer, parce que comme tu l'as très bien dit, on est militant. On travaille avec donc des associations, notamment l'association Raif, qui sert en fait de plaidoyer devant les institutions, devant les politiques pour pour proposer des recommandations. Donc on travaille avec eux. Ce soir, on sera à la Gaîté Lyrique pour un événement où on diffusera en fait un documentaire d'Arte qui est l'adoption, un scandale planétaire, l'adoption internationale, un scandale planétaire. Donc là, on commence à travailler avec de plus en plus d'institutions pour que ça devienne plus qu'un média, mais véritablement un mouvement et que les choses elles bougent. Moi, je suis aussi en contact avec je suis dans un collectif qui va rencontrer la MAI, donc la mission d'adoption internationale, ce lundi. Et on a aussi rencontré certains députés. Il y a certains députés qui commencent à se saisir véritablement du sujet. Donc, pour le moment, c'est surtout ça qui est en train de se passer. Par contre, effectivement, pour ce qui est des financements, là, on est en recherche active et on aimerait pouvoir, à la fin de l'année, avoir véritablement des financements réguliers. Voilà. Et un poids aussi peut-être institutionnel, en mettant cette question, en politisant cette question. Et ce que tu me disais aussi avant qu'on commence l'émission, c'est l'idée, alors c'est un Mediapart et pour les personnes adoptées, mais ça intéresse évidemment tout le monde, puisque tu as dit, on a réussi en fait à toucher des personnes qui ne sont pas adoptées, qui ne sont pas concernées, et qui se sont malgré tout emparées de ce sujet et qui ont pu aussi partager ces histoires. Ouais, ça a été hyper intéressant, puisque on sait qu'aujourd'hui, le format témoignage, ça plaît aux réseaux sociaux, et donc il fallait les prendre un peu par là, les prendre par la main et dire, voilà, vous, ce que vous cherchez, pour beaucoup, c'est d'être touché. Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de vous sensibiliser. Et c'est pour ça que le média, il n'avait pas, dès le départ, il n'avait pas vocation à être simplement une succession de témoignages. Il fallait aussi faire de l'analyse. Et donc, très tôt, en fait, on a commencé à parler véritablement d'expliquer les termes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, né sous X, qu'est-ce qu'il faut faire pour adopter. Et donc, après, on a parlé des différents scandales et de certaines démarches pour les adopter, etc. Donc en fait, les personnes non adoptées sont hyper importantes pour le média parce que c'est celles aussi qui vont en parler à leurs proches. Et je le vois très bien, je vois que c'est ce qui arrive, où en fait, aujourd'hui, j'ai encore des personnes qui viennent me voir et qui me disent « je rêve d'adopter, c'est mon rêve d'adopter ». Mais maintenant, je sais que les personnes à qui je parle d'adoption arrivent à plus facilement répondre à ces personnes et leur dire « tu ne peux pas rêver d'adoption, je vais t'expliquer pourquoi ». Par contre, tu peux avoir envie d'adopter, tu peux avoir la démarche bienveillante d'avoir envie d'adopter. Si tu rêves d'adopter pour sauver un enfant, il y a un souci, il faut qu'on en parle. Et ça, c'est bien. Cette sensibilisation, je vois qu'elle est en train de fonctionner. Et puis, en fait, c'est ce que tu dis, tu assumes en fait, d'utiliser l'émotionnel du témoignage tout en le combinant avec de l'information et de la vulgarisation sur les enjeux autour de l'adoption. Exactement. En fait, ça fait réagir en tout cas dans le chat, parce que Marie Richard qui témoigne depuis tout à l'heure, qui dit qu'elle a été adoptée en Arménie, qui a pu avoir son dossier avec le juge des affaires familiales. On a plusieurs témoignages, y compris de gens qui pensaient aussi à la question de l'adoption pour adopter, qu'elle a adopté un enfant. Donc ça fait en tout cas réagir. Pour terminer, est-ce que tu as des prochains témoignages? Parce que je vois que tu proposes régulièrement sur ton compte Insta, j'ai mis le lien dans le chat. Est-ce que tu as des prochains témoignages à venir sur le site, d'autres personnes qui t'ont contacté sur des histoires peut-être aussi différentes les unes des autres? Énormément. Il y a eu une mobilisation énorme, puisqu'au départ, en fait, quand on parle d'adoption, on est un peu frileux. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive, je crée le compte en 2025. Je suis toute frileuse. Je sais que parler d'adoption, c'est pas facile pour tout le monde. Ça a même été un tabou pour beaucoup qui me disent c'est la première fois que je parle de mon adoption. Et en fait, à partir du moment où les premiers témoignages ont été publiés, il y a eu une déferlante de personnes qui m'exprimaient non pas l'envie de témoigner, mais le besoin. Donc en fait, aujourd'hui, je ne fais quasiment plus de mon côté de demande de témoignages. C'est uniquement moi qui prends les témoignages. Donc autant dire que du contenu, il y en a pour jusqu'à 2027 actuellement, puisqu'on publie tous les lundis un témoignage. Donc clairement, oui, des témoignages, il ne va pas en manquer. Parfois, c'est même difficile de filtrer, mais ça montre quelque chose, ça montre qu'on n'avait pas de voix, qu'on récupère cette voix, et que le discours dominant sur l'adoption, il est en train de changer, et c'est pour nous, je pense, le plus important. C'est qu'on est en train de se réapproprier notre parole, mais de dire aussi la vérité, la réalité sur l'adoption. Et la réalité, elle est pas blanche ou elle n'est pas noire. C'est hyper nuancé.
Et je le dis dans le manifeste, chaque histoire est unique. Il faut prendre en considération ces nuances-là pour véritablement parler d'adoption avec véracité. Eh ben, c'est une très bonne conclusion. Merci beaucoup. Je vais vous remettre les liens du Insta et du TikTok de Adopté. Vous n'avez pas d'autres réseaux, c'est Insta Non. et TikTok. Pour l'instant, mais Oui. si jamais vous avez vous-même des témoignages, parce que comme je voyais des gens dans le chat, n'hésitez pas à envoyer un message à Claire sur ses comptes réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je rappelle, Claire Pian, tu es rédactrice en chef du média Adopté, qui a été lancé début 2025 par et pour les personnes adoptées, avec des témoignages et de l'information sur les questions de l'adoption. Et moi, je vous retrouve dans 5 petites minutes pour la revue de presse. Et en attendant, je vous mets un petit écran de pause. Et merci encore à toi d'être venu. Merci, Host. À tout de suite.